dans la On politique. est entre nous. Oh bah, Vie privée dans la politique. Parce que nous, on vient de parler de Baron Noir, les enfants de Baron Noir, que je vous recommande très très chaudement. Oui. Bah, là, c'est un peu moins reluisant. Ouais. C'est à la mairie de Paris et au niveau du slip, si vous voulez. Ah oui, je vois. D'accord, très bien. Oh, je viens d'entendre les pop, là, non? Ça veut dire qu'il est 17h sur France Inter, ça. Les infos, Laetitia Gaillet. Une vidéo, une conversation privée, des parties intimes dévoilées et Internet qui fait le reste. La campagne des municipales pour Paris a connu un retournement spectaculaire aujourd'hui. Benjamin Griveaux a jeté l'éponge après la diffusion de cette vidéo. Dans une courte déclaration ce matin, le candidat En Marche a dit ne pas souhaiter exposer davantage sa famille. Il a dénoncé des attaques ignobles. Personne ne devrait subir une telle violence. Paris mérite une campagne digne. Son avocat a annoncé qu'il allait porter plainte pour violation de la vie privée. Richard Malka qui précise aussi la vidéo est certes attribuée à Benjamin Griveaux, mais elle n'est pas authentifiée. Rien d'illégal là-dedans, mais entre morale, politique et irresponsabilité, comme le disent certains. Passé le séisme politique pour le candidat En Marche, les réactions ont été nombreuses aujourd'hui. On commence par celle de Parisiens qu'Audrey Morel-Lato a interrogé dans le 15e arrondissement. À 72 ans, Catherine n'était pas spécialement partie pour voter pour Benjamin Griveaux, mais elle est très choquée par cette affaire. Je trouve ça écœurant. Je trouve ça lamentable. Et alors tout ce qui est les trucs sociaux, là, je trouve ça immonde. C'est scandaleux. On vit une époque vraiment dingue. Jérôme, 42 ans, n'a pas arrêté son choix de vote, mais il est très déçu par le désormais ancien candidat de La République En Marche. Je sais que la vie privée doit être respectée, mais quand on se présente à de telles fonctions, faut quand même être irréprochable. Et puis il y en a qui regrettent la décision de Benjamin Griveaux. Pour Yacine, la trentaine, tout ça relève malgré tout de la vie privée. Non, je comprends pas. À une époque, il y aurait eu pire et il n'aurait pas démissionné, donc non. Il aurait dû continuer. Ça représente un système américanisé, ça veut dire qu'on a changé carrément d'époque. C'est plus du tout la même chose. Peu importe leur bord politique, les électeurs parisiens sont en tout cas déboussolés par cette affaire à tout juste un mois du vote. Audrey Morel-Lato, dans la classe politique, les réactions ont été quasi unanimes, à commencer par les adversaires directs dans la course municipale. Cédric Villani, candidat dissident à la mairie de Paris, c'est une menace grave pour la démocratie. Anne Hidalgo, maire socialiste sortante, elle appelle au respect de la vie privée des personnes. Les Parisiens méritent un débat digne. Enfin, Rachida Dati, candidate LR, quand on essaie de déformer votre vie privée avec pour seul objectif de vous mettre à terre ou de vous éliminer de la vie publique, c'est indigne et ça doit nous interpeller. Alors, quid maintenant de qui pour relever le gant et finir la campagne de La République En Marche à Paris? Une réunion est en cours au siège d'En Marche pour désigner un candidat. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et tête de liste dans le 14e arrondissement de Paris, dit non. Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État au numérique, ancien candidat lui aussi à la mairie de Paris, dit « Je suis là ». J'ai dit, comme je l'ai toujours dit, que j'avais été candidat, que j'étais disponible. Certains m'ont demandé d'être ce candidat. Beaucoup de marcheurs me demandent d'être ce candidat. Mais ce candidat ne sera pas que celui d'En Marche. C'est un candidat du Rassemblement. Donc on s'en parle ce soir. On continue d'échanger ensemble. Si on pense collectivement que ce sera moi, alors on ira, on avance et on va gagner. Et puis si collectivement on pense qu'il y a d'autres choix possibles, eh ben on ira. Ce que je veux vous dire, c'est que l'ambiance de discussion, c'est une ambiance d'écoute. Et ce qui est arrivé ce matin autour de Benjamin était très important. Benjamin était très digne. Benjamin a pris le temps de nous expliquer son choix. Il l'a fait extrêmement librement. C'est lui qui a décidé d'arrêter cette campagne parce qu'il pensait que les conditions étaient plus réunies pour lui et pour sa famille. Donc moi, je demande le plus grand respect pour lui. Après, ce que ça dit sur la démocratie et sur les réseaux sociaux, et là je le dis en tant qu'expert, c'est extrêmement grave. Sur la capacité qu'on peut avoir à manipuler et à déstabiliser notre pays, notamment dans le cadre des élections et des prochaines élections qui arriveront, eh bien ça c'est important qu'on se pose la question du rôle des plateformes et qu'on se pose la question de notre capacité à agir vite. Mounir Majoubi, la dernière question ou la première question finalement que pose cette vidéo, c'est comment cette vidéo intime a atterri sur Internet. L'artiste contestataire russe Piotr Pawlenski affirme être celui qui l'a mise en ligne, qui la tient d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux. Piotr Pawlenski, connu pour avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017, dit avoir voulu dénoncer l'hypocrisie de Benjamin Griveaux. Il s'appuie sur des valeurs familiales, mais il fait tout le contraire. À noter, ce soir, un téléphone sonne sur France Inter consacré à cette affaire. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr à partir de 19h20. Le téléphone sonne animé par Pierre Veille.
Ils disent que les mesures annoncées cet automne ne sont pas suffisantes. Les personnels hospitaliers étaient appelés aujourd'hui à manifester leur amour du service public, une fleur blanche à la main, mais aussi leur colère. La nouvelle journée d'action du collectif Interhôpitaux a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Ainsi, cet après-midi à Paris, à Tours, en Indre-et-Loire, ils étaient plusieurs centaines dans la rue. Katia Molineri, aide-soignante au CHU de Tours depuis 25 ans, est mobilisée depuis le premier jour contre les restrictions budgétaires à l'hôpital. Elle l'a redit à Annabelle Wanek de France Bleu Touraine. On court et on n'arrête pas de courir. Il faut toujours remplacer les absents. C'est plus possible. Quand il y a une collègue d'absents, au dernier moment, on est obligé de la remplacer. Ou alors quand il y a des arrêts de longue durée, souvent il n'y a pas de personnel. C'est bien beau d'avoir ajouté une prime aux urgences, mais ça ne règle pas le problème. Il faut du monde, il faut des humains. C'est pas en ayant 100 € que ça va changer la donne, hein. C'est pas ça. Il y a de plus en plus d'agents qui se reconvertissent quand même, hein, donc c'est quand même pas normal. Hein. Vous avez des infirmières qui travaillent 2 ans et elles veulent changer de métier. Donc il y a quand même un problème, hein. C'est quand même pas normal de faire une formation de 3 ans pour arrêter derrière. Parce que les conditions sont difficiles et puis c'est pas possible de travailler comme ça. Quand elles ont fait la formation, c'est parce qu'elles avaient vu, quoi. Et de faire des erreurs aussi, parce qu'il faut faire vite. Donc vous faites une injection et puis ça arrive de se tromper, donc vous faites pas les bonnes doses et voilà. Donc c'est toujours la peur, donc c'est pas possible de travailler comme ça. Hein. Les mondiaux de biathlon en Italie après le relais mixte raté des Français hier. Le sprint féminin raté pour les Françaises. Il a été remporté cet après-midi par la Norvégienne Roseland. La première Française est 15e. Il s'agit de Célia Aymonier. Enfin, les Césars. Malgré la démission collective du conseil d'administration de l'Académie des Césars hier soir, le groupe Canal+ annonce ce soir qu'il diffusera comme prévu la cérémonie le 28 février prochain. 17h06 sur Inter. Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Le labo de Pop & Co. Les vidéos qui vous font écouter les chansons à la loupe. Regarde comment je souris. Et ce mois-ci, on déshabille le morceau d'Angèle. Oui ou non? C'est oui ou bien c'est non. Un son de balafon, des sons électro. C'est oui ou bien c'est non. Et la voix a cappella d'Angèle. Pop & Co. Le labo, la série de vidéos multipistes. Sur la chaîne YouTube et sur le site de France Inter. Effet lifting, touché cachemire, découvrez la crème cachemire redensifiante de Caudalie. Je suis pharmacien conseil Caudalie et quand les femmes me demandent une solution contre le relâchement du visage, je conseille la crème cachemire Resveratrol Lift, un anti-âge développé avec les chercheurs de Harvard qui repulpe, redensifie et raffermit la peau. En ce moment, 3 soins hiver pour les mains, les lèvres et le corps offerts pour l'achat d'un produit anti-âge Caudalie. Voir conditions en pharmacie et parapharmacie dans la limite des stocks disponibles. Caudalie, numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie. Comme je crains que la suite ne soit pas tout à fait sobre, je vais faire sobre ce soir par Jupiter sur France Inter. Alex Vizorek, Charlie Renin. C'est bien. Merci Laetitia Gaillet. Ce sera donc le dernier moment de sobriété de France Inter jusqu'à 18h. Bon courage. On est en spécial, Merci Laetitia. En spécial. « 8h30 dans le bureau de Par-Jupiter. » Qu'est-ce que tu fous sur ton téléphone, Alex? Putain, une de ces têtes, là. Non, rien, je trie mes photos. C'est pas si tôt que ça, Oui. mais on dirait que t'as pas dormi. Bah, tu m'étonnes, c'est la merde, Charline. Qu'est-ce que j'ai fait de cette photo? Attends, je comprends pas, là. T'as pas suivi l'affaire Griveaux? Quoi? Ne me dis pas que... Mais c'est de la vie privée, quand même, tu vois? Mais t'as pas fait des photos tout nu, quand même? J'étais bourré, voilà. Et en gros plan? Bah, c'est plus joli, et puis j'avais bien cadré, puis c'est pas évident, parce que bon, je me suis contentionné pour y arriver. Non, attends, t'as rien envoyé? Oh là là, ok. Oui. T'as confiance en cette personne? Bah... Ok, non, attends, ça va. Pour l'instant, il t'est rien arrivé. Pour l'instant, rien. Non, mais tu te rends compte, c'est le stress. Si les auditeurs découvrent ça, moi je suis... Est-ce qu'on le voit complètement? Oui. Oh là là, est-ce que c'est grand? Bah non, c'est tout petit, mais... Est-ce que tu tires dessus? Pourquoi je tirerais dessus? Mais sérieux, tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Ah, là voilà, ouf. Fais voir! Non, c'est trop intime. Allez! Mais non, c'est pas... C'est ça ta sextape? Bah oui, c'est ça. C'est ton doigt de pied? C'est hyper intime, un doigt de pied. Oh putain, j'ai eu peur, on en est sauvé là. Mais tu penses que j'avais photographié quoi? Oh non, rien. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radiodiffusion publique et voici la devise du jour. Tant va le trader au cash flow qu'à la fin, il est très riche. Et voici le sommaire. Eh bien voilà, on y est. La politique française est passée au scénario à l'américaine avec la vidéo d'une partie intime de Benjamin Griveaux en pâture, une démission et le piétinement du droit au respect de la vie privée. Attends, mais c'est rien!
c'est juste un petit coup de bite. Autre démission. Sobriété. Collective, celle-là, celle des membres de l'Académie des Césars sous la pression du milieu du cinéma qui dénonçait un manque de démocratie dans son fonctionnement. Voilà, les vieux croutons ont dégagé. Vous allez la retrouver, votre vie pourrie d'avant. Votre vie tout seul sur votre canapé à regarder des peplums en bouffant des apéritifs. Les parents d'élèves communiquent entre eux grâce au groupe WhatsApp. Ça vous donne une idée de l'enfer pour les enfants puisque les darons se signalent entre eux les devoirs à faire pour le lendemain ou l'absence d'un prof, entre autres choses. Oh non, ne me dis pas que tu as oublié les sandales de Lucas. Oui, alors là, faut pas s'étonner qu'il ait des mycoses. Alex Vizorek. Oui, bonjour. Vous proposez 4 solos de chroniqueurs. Exactement, toute belle équipe, 17h20. Celui dont les chroniques sont aussi anarchiques que son esthétique capillaire. C'est vous, Thomas VDB, bonjour. Thomas VDB, c'est moi. Oui. Bonjour à tous. Et écoutez, moi je l'ai vu cette semaine, donc je me suis dit, mais il va falloir que j'en parle à la radio. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la dernière pub Intermarché. On va se régaler. On va se régaler. 17h30, celle qui se consacre aux disparus. Elle va donc bientôt pouvoir interviewer la dignité de Benjamin Griveaux. C'est vous, Christine Gonzalez, bonjour. Bonjour, un nouveau virus frappe le monde entier. Je vous emmènerai tout à l'heure dans l'au-delà. C'est l'épicentre de l'épidémie. On est d'ailleurs déjà en connexion avec eux. Ça tousse. 17h40, celle qui relève le niveau du monde. Vous dire si aujourd'hui ça va pas lui demander un énorme effort, c'est vous, Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Très bien, et à 17h55, celui qui astique son manche en toute légalité tous les vendredis dans cette émission. Son manche de guitare, bien sûr, Frédéric Fromet viendra nous chanter l'actu. J'ai comme l'impression qu'il y a une thématique. C'est pas ma faute, hein, ça. Voici celle qui va devoir la développer avec nous. On est une équipe. Je suis gâtée. Je vous remercie. Vous m'avez gâtée. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes. Ratica. Oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Ratica. Merci de me recevoir. Avec vous m'avez gâté entre les Césars et Griveaux, là, vraiment, on saura plus donner de la tête. Voilà, la tribune des Césars, si je m'abuse, vous l'avez signée, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai signée. On en parlera tout à l'heure. Bon, la véritable thématique, je vous rassure, c'est bien sûr le film qui sera en salle mercredi prochain. 10 jours sans maman. Un film de Ludovic Bernard, avec vous, Ratica, avec Franck Dubosc, Alexis Michalik ou Elena Noguera, entre autres. C'est une comédie familiale, et ça tombe très bien car la France entre en vacances, tout le monde peut aller la voir. Il s'agit d'Antoine, interprété par Franck Dubosc, et Isabelle, c'est vous-même. Vous êtes sa femme. Sa femme. Vous avez 4 enfants. Lui est en passe de devenir numéro 1 d'une grande enseigne de bricolage. Elle est la mission. Bricolage. Oui. Vous aviez c'est le vrai mot. C'est le vrai mot. C'est le voyelle perdu. Sachez que nous sommes vendredi, donc parfois il faut une traduction simultanée. Je suis la première à faire ce genre de... Donc Antoine est en passe de devenir numéro 1 d'une grande enseigne de bricolage. Elle, Isabelle, elle a mis son métier d'avocate en veilleuse. Son rôle de mère au foyer ne bénéficie d'aucune reconnaissance de la part de personne. Alors absolument personne. Au début, on se dit, je montre que mon épanouissement, je le trouve justement dans ça, d'en faire plaisir à mes enfants, que tout roule bien, préparer les 4 petits déjeuners ou les 5 petits déjeuners très différents les uns des autres. Et mon épanouissement se trouve dans cette réalisation familiale. Et puis après, je me prends un petit retour de bâton où on me fait la petite remarque que j'ai l'air plus âgée que ma sœur qui est plus âgée. Tout à fait faux, ça. J'ai trouvé ça scandaleux. On salue Elena Noguera. Oui, une très belle sœur. Il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur. Et puis mon mari, Franck, qui dit mais c'est bon, tu déposes tes enfants à 9h, t'es libre jusqu'à 16h. Il faut juste être bien organisé. Mais moi, je rêverais d'avoir ta vie. Je rêverais d'avoir ta vie. Et donc, Antoine... Isabelle va se barrer 10 jours en vacances avec sa sœur, donc Elena Noguera, et Antoine découvre le management aussi, mais de 4 gosses qu'il semble ne pas tout à fait connaître très bien finalement, parce qu'il travaille tellement qu'il connaît pas il connaît pas ses enfants, les fringues, ce qu'ils aiment manger, etc. D'où les catastrophes en cascade. Moi je dis souvent en rigolant que je suis un peu pédophobe, je n'en ai pas. J'ai vu le film. Ça m'a pas redonné envie d'en avoir. C'est pas une grande publicité pour la famille nombreuse.
C'était le principe de la comédie, mais Oui, c'est le principe de la comédie. Cette angoisse qui monte. Il y a une scène où en fait on entend systématiquement un autre enfant crier hors champ et on a mal pour lui, on est avec lui, on a envie que ça s'arrête. Oui, mais alors vous savez, dans la vraie vie, il y a l'amour qui surpasse tout, et donc tout ça on l'oublie parce que l'amour et tout ce que nos enfants nous donnent, ça surpasse cette angoisse. Là, c'est vraiment de la comédie. C'est vrai. Et puis c'est un peu un film féministe, C'est la mère qui c'est un parle. peu un film sur la charge mentale. Voilà, si on veut aller sur ce point-là aussi. Ça pose la question, peut-on se mettre en vacances de son rôle de mère ? Parce que c'est ça, c'est le titre du film. 10 jours sans maman, elle se barre en vacances. En tout cas, mon personnage apprend à justement à se mettre en vacances, à lâcher un peu prise. Et puis quand elle va revenir à la fin, on va pas te dévoiler, mais c'est vrai qu'elle... Il y a un petit changement, quoi. Elle aura évolué. Léger, c'est la scène d'ouverture du film. C'est très léger. Mais ça pose la question, parce qu'à nouveau, moi, je sais pas, impossible d'avoir cette réponse, mais est-ce que des enfants peuvent changer des parents ? Est-ce que des parents peuvent construire des enfants, mais est-ce qu'à l'inverse, c'est possible ? Moi, je trouve le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui vous remet toujours d'actualité, qui vous remet toujours en reset. Et je pense qu'on reste jeune en ayant des enfants, parce qu'on est obligé d'évoluer tout le temps et de changer son point de vue et de changer son appui. Donc je pense que oui, je pense qu'on grandit grâce à nos enfants aussi. On est obligé d'avoir Vous le verrez. swag. Ah non, ne me souhaitez pas ça, dites donc. Ou alors faites d'autres films. Hein. Parce que mon voisin de droite, Thomas VDB, et que donc j'ai vu avec ses enfants là. Non, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Avec les deux, bah oui, c'est sûr que c'est tout un travail qui. Là, il y a un témoignage. Vous êtes venu avec aujourd'hui. Exactement. Et je vois que même là, par exemple, j'étais encore en train d'essayer de corriger ma chronique parce que j'ai pas eu le temps vraiment de la terminer parce que j'étais en train de changer la couche. Les de ma deux fille. enfants sont en régie. On espère que tout va bien se passer. Et sinon, vous nous les amenez. Il faut la mettre autour de la table. Ça a l'air d'aller bien. Comment est-ce qu'on forme un duo de comédie avec Franck Dubosc ? Est-ce qu'il faut se mettre à l'unisson ? Est-ce que ça se travaille en amont ? Est-ce qu'on a trouvé assez vite le même là ? On a fait une ou deux lectures avant. Tout de suite, on a vu que, je sais pas, ça matchait bien. Et après, j'ai la chance. Franck, c'est un super bon partenaire. C'est-à-dire qu'il est là. Il est au même niveau, il joue vraiment avec vous, il est là tout le temps, donc ça se fait naturellement. On se renvoie la balle. Oui, on se renvoie vraiment la balle. Ouais. Mais vous êtes un super... Et il cherche tout le temps, il propose, il est à l'écoute aussi de Ludovic Bernard, le réalisateur. On était à l'écoute l'un de l'autre et avec le réalisateur, donc c'était très agréable. Vous faites un super clown blanc, parce que vous l'avez fait dans La Vérité si je mens, vous l'avez fait dans OSS 117, c'est-à-dire que l'humour rebondit très bien sur vous. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, mais non, mais c'est pas évident, parce que s'il y en a deux qui... S'il y a deux qui font l'Auguste, ça marche pas. Donc, est-ce que ça se travaille ? Est-ce que c'est un feeling ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est un duo et à ce moment-là, ça naît naturellement ? Je pense que c'était écrit comme ça. Et après, il y a des rôles qui peut-être permettent de plus être celui qui fait rire. Là, c'est plus vraiment le personnage de Franck. Je pense que c'était écrit comme ça. Ouais. Et on vous a connu dans ces rôles dont Alexandre vient de parler. Mais je peux faire rire. Mais j'en suis persuadée. On a des thématiques d'ailleurs qui vont vous aider aujourd'hui. Vous avez joué aussi beaucoup de rôles de la jolie fille tout à fait assumée dans pas mal de films aussi. Et aujourd'hui, vous avez 50 ans, vous jouez la mère de... j'ai pas 50 ans. Vous n'avez pas 50 ans ? Ah, c'est ce que je lui disais. Je dis, je crois pas. Allez, sors les rames. On va virer le stagiaire. Vous avez 35 ans. Quel âge vous avez ? Mais enfin, on pose pas ces questions. Si j'avais posé cette question-là, c'était un scandale. Je voulais faire une question de fille en disant comment est-ce qu'on prend le tournant. Je vous dirai bientôt, mais j'en sais rien. Alors, je ne comprends pas votre question. 48. Ok. Alors dans ces cas-là, on passe de la musique. C'est vraiment ce qu'on fait dans ces cas-là. Ike et Tina Turner. Dans la merde, hein. Démerdez-vous maintenant. Très bien, j'assume parfaitement. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you fuck it up than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing. Blowing minds is the thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but
but in reality you're just another brother. You think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito streeter. You got a mouth like a herd of boll weevil. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier. You put yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito sweeter. You got a mouth like a herd of boll weevils. Same old thing, you never change. Always rapping about the same old thing. You know ya. Ike et Tina Turner, vous n'étiez pas nés au Ratika. Vous fêtez vos 30 ans. Joyeux anniversaire. Merci, ça me touche beaucoup. Au Ratika, en notre compagnie, sort en salle mercredi prochain le film 10 jours sans maman, un film de Ludovic Bernard, avec aussi Franck Dubosc, Alexis Michalik, Elena Noguera ou Rodolphe Bornier, entre Alice autres. David. Et Alice David, tout à fait. Alex Vizorek. Appuyez-vous sur moi, je n'ai pas encore fait ce genre de maladresse. Je peux vous dire que nous avons Thomas VDB, Christine Gonzalez et Isabelle Sorant autour de la table et que Frédéric Fromet va débarquer à la fin de l'émission. Sur les informations, je vais me cantonner au texte. Oui, pas d'initiative personnelle. L'élection municipale parisienne de 2020 sera inédite. Le journal de presque 17h17. Édition spéciale, la Thomas Griveau. Non, on avait dit non. On a dit non. C'est rigolo Allez. quand même. On commence par les titres. Oui, donc aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et si vous êtes célibataire, consolez-vous en vous disant que Benjamin Griveaux en passe une moins bonne que vous. Oui, et donc il retire sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel. Et à nouveau, on attend avec impatience l'interview de Léa Salamé en direct avec Benjamin Griveaux. Est-ce que vous avez confiance que pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui s'est retiré de l'élection à cause d'une vidéo de Tub? Et des brèves. Et des brèves. Et pour beaucoup d'enfants, je suis l'homme des brèves, Charline. Pendant que vous soufflez. Oui, c'est l'événement de la journée. Oui, donc après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, Benjamin Griveaux a donc annoncé son retrait. Oui, entre nous, après la vidéo en question, la suite logique ne pouvait être qu'une débandade. Rassurez-moi, vous n'allez pas faire tout le journal sur ce sujet. Non, eh bien non, justement, parce que moi je pense qu'il faut savoir séparer l'homme de la Tub. Ah, très bien. Et voilà. Et en plus, tout le monde est étonné, mais il nous avait prévenu il y a 2 semaines en meeting. Il me reste cette semaine pour vous dire ma part de vérité. Celle que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors, parce que je n'ai sans doute pas assez su la partager avec vous. C'est vrai. Merci pour le partage, Benji. C'est ce matin qu'il a été plus sincère. Oui, on a mis une petite musique Pour terminer sur cette affaire, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dénoncé des boules puantes. Bah dis donc, elle est bien renseignée. Sans transition. Oui. Sans transition. Oui. Je suis désolée, Ratika, c'est vraiment. Vous êtes tombé ce jour-là, c'est voilà. Alors, sans transition, Tariq Ramadan. Allons-y, a été mis en examen pour le viol de 2 autres femmes. Et pour un islamologue, c'est le comble d'être à ce point l'incarnation de Balance ton porc. Oui. Allez, on passe à un autre fléau, le coronavirus. Après 14 jours d'isolement, les premiers rapatriés de Chine retrouvent la liberté. Et oui, retrouver la liberté parce qu'ils sont en bonne santé. C'est l'anti-Patrick Balkany. Jean-Michel Blanquer lui a déclaré, je cite, « Il faut qu'à la fin de la décennie, les enseignants français soient parmi les mieux payés. » Oui, et il aurait dit après, il faut qu'à la fin de la décennie, j'ai la même coupe de cheveux que Laurent Delahousse. Et c'est peut-être plus plausible. Complètement. Éducation toujours. Et oui, le dictionnaire Larousse accusé de sexisme. Oui, exemple frappant, il définit le guerrier comme une personne qui fait la guerre, mais la guerrière comme une jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société. Quand même, avec toutes ces émissions de télé, où il trouve le temps, Éric Zemmour, pour en plus écrire les
définition du Larousse. Chapeau quand même. Et toujours selon Larousse, un maître est une personne qui enseigne à l'école, tandis que maîtresse, eh bien, on peut lire la définition suivante, femme avec laquelle un homme a des relations amoureuses et sexuelles. Oui, mais c'est sans doute ce dictionnaire qu'a lu Emmanuel Macron. Écologie, parce qu'aujourd'hui, les petits soucis, là, on ne va pas l'accabler. Et écologie, Dieselgate, Volkswagen a proposé 830 millions d'euros pour solder un procès en Allemagne. Et oui, de mieux en mieux, Volkswagen, en plus d'étouffer les gens, veut étouffer l'affaire. Alors, une dernière brève ? Oui, alors vraiment en étant très léger. Dans le Pays de Loire, à Sucé-sur-Erdre, l'association des commerçants s'ouvre à tous les acteurs de la vie économique. Voilà, et c'est pas drôle. C'est pas encore drôle. Parce que Sucé-sur-Erdre. Voilà, mais vous savez pas comment s'appelle l'association des commerçants de Sucé-sur-Erdre. Bah non. L'APIPE, l'association pour les initiatives des partenariats économiques. Et donc maintenant vous connaissez l'APIP de Sucé-sur-Erdre. Voilà. C'est un auditeur de là-bas qui m'a envoyé cette brève et merci à lui. Bien sûr. Écoutez, je suis désolée, mais on va devoir un petit peu rester au niveau du slip pendant encore 5 minutes pour aborder ce sujet. Oui, on va intellectualiser. La politique française vient de basculer dans la dimension d'une série américaine, on peut dire, ou de dystopie presque. Une sextape vient d'avoir raison donc de la candidature de Benjamin Griveaux à Paris. Un prétendu artiste russe l'a rendu public, un performeur, on va dire. Performeur extrême. Il l'a rendu public sur son blog. Et ça a été relayé par un député ex-LREM. Donc, que dire ? À part, on en est donc arrivé là. Là, c'est Alex qui a choisi le son. Je vous le dis tout de suite. Oui. J'assume, ça mettait un peu de gaieté. Il faut toujours un Francky Vincent. Francky Vincent pour illustrer, ça détend. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Non, mais surtout, alors, Horatica, aujourd'hui, personne n'est à l'abri de voir jeter en pâture des photos ou des vidéos intimes, ce qu'on appelle aussi le revenge porn, tandis que d'autres les relayent sans scrupule sur les réseaux. Est-ce que cette affaire, elle vous donne le sentiment que le droit au respect de la vie privée, elle est très, très, très fragile dans ce pays ? Ah bah oui, mais comme vous disiez, je pense qu'on suit les Américains, malheureusement, que la morale se place à un endroit très étrange, en fait. Après, la vie privée, bah oui, elle doit rester privée. Enfin, c'est un peu le sexe comme la religion. On fait ce qu'on veut, mais on n'a pas forcément besoin de l'exposer. Après, oui, la morale, est-ce qu'elle se situe pas ailleurs ? Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est plus sur, j'ai envie de dire, Fillon rend l'argent. Enfin, c'est plus là-dessus que sur... que sur ces choses-là, ouais. De la vie privée. Après, après... Non, ça vous a fait marrer ce matin ou pas en lisant l'info ? Non, j'étais un peu... Non, j'étais choquée de tout ça. Après, je comprends pas très bien où est l'excitation. Pour nous, je pense que ça excite plus l'homme qui envoie ça que la femme qui le reçoit. Voilà. Et après, j'ai lu un tweet très drôle. Je dis exactement parce que gros débat dans le bureau tout à l'heure. On essaye de leur faire comprendre. C'est-à-dire, la vraie question, c'est... Je pense que c'est ça. Je pense que ça excite l'homme plus que la femme. Enfin, ça dépend dans le reste de l'échange épistolaire entre les deux. C'est-à-dire que si... C'est-à-dire que s'il lui envoie ça comme ça, effectivement, c'est non. Si c'est une relation qu'ils ont entre eux, c'est perso, quoi. Oui, c'est perso. De toute façon, c'est perso. Ouais. Après, j'ai lu un tweet très drôle d'Ovidie. Je me souviens plus exactement les termes exacts, mais c'était en gros, il aurait pu dire aussi, écoutez, cette vidéo est plutôt à mon avantage, donc ce qui est le cas, question suivante. Oui, exactement. Passons à autre chose. Et donc, vous êtes surprise, comme beaucoup de gens, j'imagine, qu'il ait démissionné si rapidement, peut-être ? Non, mais je pense qu'il va passer une très très bonne Saint-Valentin, donc je comprends qu'il était obligé de démissionner. Non, mais après voilà, c'est étrange que ce soit la victime qui soit obligée de se positionner par rapport à ça. Après, ce que dit le Russe, c'est qu'il est hypocrite par rapport aux valeurs qu'il défend, etc. Mais bon, qu'il est posé avec sa famille dans Paris Match, etc. Mais après, ça c'est un peu historiquement. Oui, enfin voilà, c'est. On en connaît d'autres comme ça. C'est une culture française quand même. Non, mais je parle depuis des générations. Après, je pense que ça s'est passé à l'époque où il était porte-parole du gouvernement, si je ne m'abuse. Quand on est aux responsabilités, est-ce qu'on doit faire un petit peu gaffe quand même ? Est-ce qu'on sait que quand on fait des vidéos, que ça peut être hacké, récupéré ? Je pense même quand on est une personne
privés pas connus. De toute façon, aujourd'hui, tout peut être mis sur la place publique. Donc à nous de faire gaffe à chacun, puisqu'on n'est pas moyennement protégé par les GAFA. Et cette dernière question, si on commence comme ça, on est vraiment que au municipal. Donc on doit tenir déjà jusqu'en 2022 à les présidentielles. Est-ce que ça vous a donné aussi cette idée qu'on est dans un enjeu municipal à Paris, on a déjà ça qui arrive, est-ce que ça laisse un peu craindre pour la suite ? L'élégance de la campagne. L'élégance de la campagne. Oui, mais de toute façon, on voit ça, Balkany, Carlos Ghosn... Cyril Hanouna qui va peut-être se présenter. Non, je sais pas. On est bien, quoi. On est bien. C'est beau le monde qu'on offre là. C'est très joli. Je sais pas. On est dans une belle période. C'est frais, c'est original. Voilà. Non, mais voilà, c'est plus la question de la morale, moi, qui je trouve se déplace dans un truc un petit peu. Je comprends que les gens aujourd'hui aient plus envie de voter, plus envie de se positionner, plus envie de croire aux hommes politiques. Ou au reste, voilà, parce qu'il ne donne pas vraiment l'exemple. Conclusion, si François Fillon nous écoute, rend l'argent. C'est ça un début. On n'a toujours pas de nouvelles. Horatikia en notre compagnie. Et donc, il y a le papa Thomas VDB qui a, j'espère, fini sa chronique. Tout à fait. Allez-y, Thomas. On va commencer en écoutant un peu de musique. Madame. Je pense que les gens, peut-être, qui vous prend par le bras, connaissent ce morceau. Ce morceau, c'est donc Benjamin Biolay dans une reprise d'un morceau qui s'appelle C'est magnifique. Si vous l'avez entendu récemment, c'est normal. C'est la musique donc de la dernière pub Intermarché. Alors déjà, il faut se mettre à la place des gens qui adorent cette chanson de Benjamin Biolay, parce que si ça se trouve, ils avaient plein de souvenirs perso par rapport à cette chanson. Maintenant, à chaque fois qu'ils l'entendront, le premier truc qui viendra en tête, c'est qu'il faut s'être tous unis contre la vie chère. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je précise quand même que Benjamin Biolay, il n'a pas été payé pour la chanson. En échange, Intermarché, ils lui ont proposé de transformer tous les rayons de lait bio en rayons Biolay. Et ça, c'est quand même sympa de leur part. Bon, ils ont juste inversé 2 syllabes. Alors, moi, je trouve ça quand même assez bizarre, j'avoue, les pubs pour les supermarchés. Parce que moi, à côté de chez moi, j'ai qu'un Leclerc. Alors, si le fait de voir la pub Intermarché, ça m'incite à aller quelque part, ça va forcément être d'aller à Leclerc. C'est-à-dire que c'est pas assez loin. Enfin, je veux dire, ça ressemble suffisamment à Intermarché pour que je me dise, j'ai pas besoin de me taper 50 bornes pour aller à l'Intermarché le plus près. Voilà, je me dis pourquoi ils continuent à faire des pubs, d'ailleurs, les supermarchés, chacun de leur côté, sachant qu'ils se font de la pub les uns pour les autres. Je me dis, ils devraient juste peut-être faire des pubs pour juste les supermarchés. Si vous aimez les parkings géants et les rayonnages pleins, venez dans des supermarchés. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Alors donc, dans cette pub Intermarché, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc un vieux monsieur qui est un veuf, donc qui a perdu sa femme, comme souvent chez les veufs. Et un jour, il trouve un livre de recettes de sa femme et il veut reproduire exactement la sauce tomate de sa femme, mais il n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas noté la bonne marque de sauce. Elle n'avait pas noté. Et tu le vois refaire donc sa vie seule, le monsieur dans la pub, avec Benjamin Biolay qui chante derrière. Et donc le monsieur, il voit ses amis, il voit ses enfants qui grandissent et qui se marient. Il est seul dans la grande maison. C'est vraiment une pub sur le deuil. On sent que le réalisateur, il a vraiment vu le film Amour de Michael Haneke. Il s'est dit, je vais faire un peu pareil, mais avec un côté grande surface. Et vraiment, il y arrive vraiment très très bien. Donc on regarde la pub et donc dans la pub, le monsieur, il joue du piano, il va faire du bateau. Voilà, Intermarché précise pas si l'histoire est censée se passer avant ou après le passage à la retraite à points, mais clairement, c'est une retraite confortable. C'est vraiment une retraite confortable. Et toujours le gars, il essaye de refaire la sauce tomate, mais il n'y arrive pas. Et donc toujours, il doit retourner à Intermarché. C'est un peu le drame de la vieillesse que nous raconte cette pub finalement. C'est pourquoi des vieilles personnes se retrouvent à aller tous les jours au supermarché. Et donc à la fin de la pub, il arrive enfin à retrouver la recette exacte de la sauce tomate que faisait sa femme. Et là, miracle, en mangeant des nouilles tout seul dans sa cuisine, il y a sa femme qui apparaît en face de lui. Et là, tu dis, c'est un peu Sixième Sens, mais version Intermarché. C'est-à-dire le gars, il voit des gens qui sont morts, mais juste quand il mange de la sauce tomate. Et donc pour ceux qui l'ont pas vu, je me dis désolé, voilà, je vous ai spoilé la pub Intermarché. Et donc là, dans la pub, sa femme, elle lui sourit. Et donc là, il y a Benjamin Biolay qui chante. Et moi, je regardais ça et j'étais devant ma télé comme ça en train de regarder ça. Et là, je me rends compte, j'ai la larme à l'œil et j'ai un frisson devant la pub. Alors j'étais en train de regarder une pub Intermarché. Je dis, attends, les enflures qui me font chialer, Intermarché quand même. Je dis, normalement, quand je pleure à cause d'un supermarché, c'est parce que je dois y aller. Alors, je ne sais pas plus. Et parce qu'en plus, c'est super bien filmé. Faut dire, la pub est vraiment très bien filmée. C'est au moins le budget d'un film de Christophe Ruggia. Les scènes de mariage de la fille sont filmées au drone. La lumière est hyper belle. On sent que le réal a vraiment su capter la lumière des néons du rayon laitage. Et moi, je peux dire, quand je vais au supermarché, où que je me mette, je suis blafard. Je suis blafard au chocolat, blafard aux légumes. Mon teint de peau ne fait pas du tout penser à la chanson de Biolay. C'est magnifique quand je vais dans un supermarché. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer de nous faire croire que les supermarchés, c'est un truc romantico-sentimental. Ils nous avaient déjà fait le coup avec leur pub précédente Intermarché, où il y a un jeune qui tombe amoureux d'une caissière, mais ça n'arrive jamais
jamais ça n'est arrivé. Intermarché, vous vendez des escalopes panées. Hein, vous n'êtes pas une boîte échangiste. Arrêtez vos délires. Hein. Aucune histoire d'amour n'a jamais commencé dans un supermarché. Voilà, donc cette histoire, cette pub, c'est un peu le nouveau clip de Benjamin Biolay. Il y avait déjà un clip qui existait, mais là vraiment la pub Intermarché est devenue le clip officiel. Oh là là. Et je me dis pourquoi pas, c'est bien, il est temps que chaque artiste français peut-être ait son partenariat avec une grande marque. Je me dis, on est la Startup Nation, ça y est, elle sort la compile de la nouvelle scène de la chanson française qui chante pour la grande distribution. Un projet d'album sur lequel on retrouve, alors il y en a beaucoup, Nolwenn Leroy-Merlin, il y a Jeanne Charal qui chante. On écoute tout de suite un extrait de Aya Nakamura. Bla bla bla, je vais chez Shopee. Bla bla bla, je fais mes courses, je mets des cookies dans le sac. Voilà, on a également Marc Lavoine qui revient pour chanter un de ses tubes. Sur le parking d'Auchan, ils te prennent ton caddie, ils t'aident à descendre tes courses, ils te les mettent dans ton coffre. Et il y a même Juliette Armanet qui vient chanter. Viens chez Casino pour les potages. C'est bien. Ils sont en promo. Au deuxième étage. Bon, j'ai un peu foiré ma fin. Merci de m'avoir écouté. Thomas VDB, je vous donne la victoire de la musique. Ouais. C'est une très jolie pub. Et le problème, c'est qu'il y a trop de sauces différentes de Thomas et le type est perdu dans le rayon. Évidemment, mais un drame. Je comprends. Merci Thomas VDB. Sachez, chers auditeurs, que vous pourrez entendre ou voir Thomas VDB en spectacle dans le noir depuis le Théâtre de l'Européen à Paris. C'est un spectacle qui sera diffusé en direct sur notre antenne donc le 2 mars de 21h à 22h avec également Fanny Ruet que vous entendez chez Nagui, Émeric Lompré que vous entendez chez nous le mercredi et un certain Alex Vizorek. Ce qui est rigolo, c'est que les gens qui sont dans la salle ne voient rien de ce qu'il y a sur scène. Donc pour les auditeurs, c'est le même spectacle que ceux qui sont à l'Européen. Ouais, c'est pour ça que c'est bien. Oui, c'est dans le noir, c'est le titre. Ouais. Donc, on va devoir être drôle, mais sans qu'on nous voit. D'accord, voilà. Je viens de comprendre. Très bien. Bon, écoutez, c'est super. C'est un concept. C'est pas filmé comme. Est-ce que là, par exemple, c'est pas le moment où je dois envoyer la musique? Oui, faites ça. Et puis, on se retrouve tout de suite avec Horatica.
il n'y a plus foule. Bah si, j'espère quand même. Hein. Sur France Inter, nous sommes en direct en compagnie d'Horatica. Et vous pouvez voir le film 10 jours sans maman, où elle joue avec Franck Dubosc. Il sort en salle mercredi prochain. Un film de Ludovic Bernard, avec notamment Alexis Michalik, Elena Noguera, Rodolphe Bornier ou Alice David. On va y revenir tout à l'heure. Horatica, restez avec nous. On accueille Christine Gonzalez qui nous vient de Suisse tous les vendredis. Bonjour à toutes et à tous. Nous consacrerons ce journal à une urgence de santé publique sanitaire de portée internationale. Selon des estimations, en France, en 2020, plus de 600 000 personnes devraient succomber à cette épidémie, la plus grande jamais détectée depuis l'histoire de l'humanité. Le virus est fatal. Son nom, la mort. C'est une exclusivité France Inter. Nous sommes en duplex avec l'au-delà, épicentre de l'épidémie dite de la mort. Nous avons la chance d'être en connexion avec pas moins de 5 personnalités qui ont succombé à ce virus. Bonjour Claude François. Est-ce que vous êtes d'accord de témoigner ? C'est au-dessus de mes forces. D'accord. Alors Yves Montand, bonjour. Pardon. Yves Montand, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez été victime de la mort. Et il est évident que je vous aurais bien évité personnellement si, précisément, ces événements-là n'avaient pas fait ricocher sur moi-même. Autre victime, Léon Zitrone, bonjour. Pardon. La menace est mondiale. Comment éradiquer ce virus, selon vous ? Il faut vivre avec, vous savez. Est-ce à comprendre qu'il n'y a pas de vaccin contre la mort ? Ça n'existe pas. Non. C'est donc inévitable, Serge Reggiani. Ça y est, c'est fait. Mais alors pourquoi, à votre avis, nie-t-on à ce point la gravité de cette épidémie mondiale qu'est la mort ? Je ne sais pas, je crois que c'est aux autres de le dire. Georges Brassens peut-être ? Oui. Alors pourquoi avoir gardé le silence sur cette épidémie qui frappe tant de monde, pour ne pas dire chacun ? Vous m'en reprochez tellement de choses à tout le monde. C'est une vue un peu courte, vous me reprochez d'être silencieux. Donc vous pensez tous là-haut qu'on aurait dû se douter que la mort frapperait tout le monde ? Oui, carrément. Bon, merci messieurs pour cette information. Une brève, on vient de l'apprendre, persuadé à tort d'être infecté de la mort. Un homme s'est ôté la vie. Le nouveau virus a besoin d'être rebaptisé selon les standards de l'OMS, mais la démarche ressemble à un vrai casse-tête. Le mot mort est peut-être un peu brutal selon certains experts. Quoi qu'il en soit, la presse a une grande responsabilité en temps d'épidémie. Elle doit faire très attention au vocabulaire qu'elle choisit. Maître Capello est une victime du virus de la mort. Il y a succombé en mars 2011. Il tient à sensibiliser les médias au poids des mots. C'est certain. Bonjour Maître Capello. On a pu lire par exemple qu'une fois mort, on bascule dans le rien. Or, rien n'est pas le bon mot. Oui, pourtant, rien est un mot positif, qui veut dire quoi que ce soit ou quelque chose. Par exemple, je suis resté 3 jours sans rien manger, signifie sans manger quoi que ce soit. Et il en va de même pour personne. Dire dans la presse qu'une fois qu'on est mort, on n'est plus personne, c'est faux, Maître Capello, c'est stigmatisant. Oui, il en va de même pour personne. Est-il personne ici qui puisse me répondre signifie bel et bien est-il quelqu'un qui puisse me répondre. Et dans ces cas-là, il est normal que personne et rien ne soit pas accompagné de la négation ne. Et dire qu'une fois mort, on ne revient jamais, là encore fake news. Il va de soi que jamais signifie une fois quelconque. Merci Maître Capello. Et maintenant, bilan intermédiaire de l'épidémie. D'après une étude scientifique, depuis l'aube de l'humanité, 108,2 milliards d'individus sont nés et 93% sont morts de la mort. Le bilan des décès et des contaminations à la mort a connu cette semaine une forte hausse après l'adoption par les autorités d'une nouvelle méthode de détection des cas. Il semblerait en effet que certains qui pensaient être vivants sont en fait morts. Voilà, et si vous pensez que c'était le moment de faire une vanne sur Michel Drucker, vous aviez tort. C'est bon, pas tort. Hygiène, quelle est la méthode la plus efficace pour se protéger contre la mort ? Cette question, nous la posons au docteur Givago. Bonjour, comment vous sentez-vous ? Je n'ai pas de souffle, si vous voulez. Alors, vous êtes en effet mort, ce qui crédibilise votre campagne de prévention. Alors, votre vrai nom, c'est Omar Sharif, mais votre nom au centre hospitalier de l'au-delà, c'est docteur Givago. Oui, c'est vrai. Alors, docteur, est-ce qu'il y a moyen de s'immuniser contre la mort ? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qui concrètement peut provoquer la mort ? Un peu n'importe quoi. Est-ce que par mesure de précaution, il vaudrait mieux porter un masque d'hygiène ? Pour moi, ça joue très peu, je veux dire. Merci, docteur Givago, belle soirée. Une page culture pour conclure ce journal. Pour renforcer la lutte contre l'épidémie, le très vivant Francis Lalanne a composé une chanson pour tous les Françaises et Français encore vivants. Une chanson qui se veut rassurante afin, je cite, de ne pas céder à la psychose. Un homme est mort, un homme est mort,
est mort, il a péri. Un homme est mort. C'est sur cette touche d'espoir que s'achève ce journal. Épidémie de la mort oblige, je ne reviendrai certainement pas la semaine prochaine. Belle soirée. Mais comment ça ? À toutes et à tous, à l'écoute de France Inter. Elle la conjure tous les vendredis, c'est sa spécialité. Christine Gonzalez. Merci Christine. Ça vous a mis la pêche. Hein. C'est sûr. T'as un thème de prédilection dans l'humour, on est d'accord. Merci Christine. On aborde cet autre thème avec vous, Horatica. Les frondeurs du cinéma ont réussi à dégager les membres de l'Académie des Césars qui a démissionné collectivement hier. Une tribune publiée dans Le Monde et signée par 400 personnalités et professionnels dénonçait le système obscur de cooptation, le manque de démocratie, de parité, de diversité. Alors ça s'annonce de mieux en mieux, cette cérémonie des Césars. On a hâte d'entendre le discours des remettants. Je suis réalisateur vidéo-audio professionnel. Je recherche pour mon prochain long métrage en Panavision vidéo amateur Super 8 une jeune actrice confirmée de 12 ans, ainsi que pour jouer le rôle de son petit-fils, un jeune homme de 52 ans, pouvant pratiquer la varap et le parachute ascensionnel. Le tournage se tournera aux Seychelles ou en région parisienne. Je recherche un producteur ainsi qu'une bonne idée de scénario. Les petites annonces d'Elie Semoun, bien sûr. Horatica, vous faites partie des signataires de cette tribune. Vous êtes une frondeuse, un peu. Est-ce que juste une citoyenne? Oui. Il y avait donc, vous vouliez prendre part à Merci pour ces sujets d'aujourd'hui. Vraiment, je suis comblée. Ça vous ennuie d'en parler? Vous avez obtenu gain de cause? Non, pas du tout. Non, ça m'ennuie pas d'en parler. Oui. Donc j'ai signé. Je trouve ça très bien que ça évolue. Enfin, voilà, en tout cas, les réactions ont été promptes, on va dire, devant le front. Et c'est bien que ça évolue. 15 jours avant la cérémonie. Ouais. Oui, alors est-ce que c'était le bon moment ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fait pression et puis ça bouge et pour le bien, justement. Enfin, on revient à un truc un peu plus de transparence et de morale. Ce sera mon mot de... J'ai une question hyper naïve, mais est-ce que cette pétition est liée à l'affaire Polanski ou pas? Non, du tout. Rien à voir. C'est sur double scandale. Donc la tribune reproche à l'Académie des Césars, je parle sous contrôle de Horatica qui est signé, oui, je sais pas un manque de transparence, un manque de démocratie. Ils se cooptent entre eux, donc c'est pas du tout démocratique. Okay. Et donc on se retrouve. Donc c'est pour remettre en question un système qui est là depuis le début des Césars, en fait, non? Qui est là depuis le début des Césars, mais comme les temps changent, il faut que ça change. Déjà Terzian avait dit oui, il a réagi la semaine dernière en disant oui, c'est vrai, maintenant on va faire la parité dans le groupe dans le comité, enfin pas dans le comité de sélection, mais puisqu'on est tous votants, mais dans l'organe dirigeante, on va dire, de l'Académie des Césars, mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Enfin voilà, il y a besoin de moderniser, de transparence. Les comptes ne sont pas publiés sur le site internet comme ils l'étaient avant. On ne sait pas où va l'argent. Il y a 35% de femmes et 65% d'hommes. Et Terzian a dit on va faire rentrer 10-12 femmes. Donc c'était quand même très généreux de sa part. Ouais. C'est quoi, c'est une cinquantaine de gens, l'Académie? 47, je crois, quelque chose comme ça. Oui, alors là, sur la parité... Non, l'Académie, c'est 4700 votants. 4700 votants. Nous sommes 4700 à peu près à voter. Et alors, pour en terminer sur ce sujet, quel est l'enjeu pour le cinéma parce que pour nous, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, l'Académie des Césars, finalement, c'est qu'une remise de prix. Alors on se dit, quel est l'enjeu, finalement, de devoir changer renouveler tout ça? Que ce soit plus transparent, encore une fois, c'est une question d'argent, puisque nous, en tant que votants, on paye une cotisation tous les ans. Les producteurs qui veulent que leur film soit dans le coffret des Césars, donc les votants ont accès à un coffret des Césars pour voir... pas tous les films, mais la plupart des films qui sont sortis dans l'année, les producteurs doivent payer une somme qui apparemment n'est pas négligeable. Donc pour déjà voir comment l'argent circule. Et puis le choix des films qui sont mis en l'honneur, j'imagine. Alors le choix des films, non, parce qu'on peut voter pour n'importe quel film, mais le choix du César d'honneur. Pourquoi les gens qui sont nommés aux Oscars tout d'un coup font partie de ce comité d'office. Donc ça veut dire qu'il y a une mainmise des Américains comme ça sur le... Je sais pas. Et l'affaire a éclaté aussi parce qu'il y avait un refus que Virginie Despentes soit marraine, par exemple. C'est comme ça que ça a éclaté. Oui. Et voilà. Pour le soirée des révélations, où les jeunes révélations peuvent être parrainées par un acteur ou un réalisateur qu'ils estiment, dont ils estiment en tout cas faire partie de la même famille ou qu'ils aiment beaucoup. Et en fait, c'est venu de là, c'est la soirée. Il y a eu 2 parrains qui ont été refusés par l'Académie.
Et voilà comment la fronde a grondé. Et donc, on ne comprenait pas sur quelle, sur quelle base, pourquoi, voilà. Horatica avec nous et Isabelle Sorante. Ah, vous chaussez vos lunettes. Ah oui, j'ai imprimé trop petit aujourd'hui. D'habitude, je me... Bon. Allez-y. Alors, voilà. Autour du cou, le cœur est fou. 4 bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine. Alors, vous la reconnaissez, c'est Catherine Deneuve qui incarne Peau d'âne dans le film de Jacques Demy. Alors Peau d'âne, je résume quand même, c'est une princesse qui fuit son palais et devient une vagabonde, une sauvage habillée d'une peau d'âne pour ne pas céder aux avances incestueuses de son père. Heureusement, à la suite d'une longue série d'épreuves difficiles, la princesse épousera un prince qui saura reconnaître sa noblesse d'âme et ses qualités authentiques sous les apparences trompeuses de sa sale gueule et de sa peau d'âne. Est-ce que ce genre d'histoire arrive dans la vraie vie ? Même pas en rêve. Aujourd'hui, le prince aurait swipé Peau d'âne sur son appli, la faisant glisser sur la gauche d'un geste désinvolte avec sa sale gueule et ses yeux bouffis. C'est du moins la thèse que soutient la sociologue Eva Illouz dans son dernier livre, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Le conte de fées pour Illouz n'existe plus. Et la raison en serait simple, les relations amoureuses s'inspirent directement du capitalisme financier. Il s'agit d'être efficace. Le CDD se fait rare, ne parlons pas du CDI, et bien souvent, comme partout, on préfère les pigistes. Les amants, hommes ou femmes, seraient déstabilisés par ces relations sans nom, qui ne s'inscrivent pas dans une histoire durable, mais ne peuvent pas toujours être qualifiées de sans lendemain, puisque la pige peut se prolonger en cas de satisfaction réciproque, la bonne surprise restant toujours possible. Ces relations nouvelles se caractérisent, selon Eva Illouz, par l'incapacité de choisir dans un sens ou dans l'autre, un peu comme cette troublante disparition du mot « non » qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'une proposition ne nous intéresse pas, on se contente de ne pas répondre et de la laisser se noyer entre nos 120 notifications quotidiennes et nos 240 mails. Et pourtant, je ne partage pas, Charline, la vision désenchantée d'Eva Illouz. D'abord, je ne crois pas que l'amour ait jamais été une chose facile. Je ne crois pas qu'il ait existé une époque bénie où l'amour régnait en maître. La vulnérabilité économique des femmes, la nécessité de rester mariée pour ne pas se retrouver à la rue, l'obligation de se mentir à soi-même, tout cela n'a pas grand-chose à voir avec le romantisme et le CDI obligatoire peut aussi ressembler à une peine de prison. L'amour et le désir n'en restent pas moins les forces qui mènent le monde, même si nous ne savons même plus à quoi nous disons oui, à force d'avoir le choix entre cliquer sur « j'accepte » ou sur « plus d'options ». Nous vivons malgré tout une époque romantique, la plus romantique de toutes, car la passion se nourrit d'obstacles. Et aujourd'hui, entre les virus et les feux de forêt, ce ne sont pas les obstacles qui manquent au nouveau conte de fées. Imaginez par exemple 2 passagers coincés sur le Diamond Princess en pleine épidémie de coronavirus. Tombés amoureux au premier regard, ils se demandent s'ils vont pouvoir sortir de leur cabine pour échanger un baiser. Si cette étreinte sauvage interdite ne risque pas de les tuer. Ou si leur amour n'est qu'un fantasme, inventé pour supporter le danger, une illusion qui s'évanouira dès qu'ils toucheront la terre et retrouveront leur facture de téléphone, leur déclaration d'impôt et leur sécurité. Je laisse une fin ouverte, les romantiques ou les pessimistes pourront la compléter à leur guise. On pourrait aussi raconter l'histoire de 2 adolescents australiens tombant amoureux alors qu'ils sauvent des koalas. Bien qu'ils ne soient pas de la même classe sociale, imaginons qu'ils soient aborigènes et elle, fille d'un député, leur passion survivra-t-elle à la fin de l'incendie ? Là aussi, fin ouverte. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou, chante Peau d'âne. En cette Saint-Valentin, vous avez donc le choix. Vous pouvez revoir le chef-d'œuvre de Jacques Demy ou offrir à votre âme sœur La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain d'Eva Illouz, paru au Seuil le 6 février. Et nous laisserons la fin ouverte. Isabelle Sorante, merci beaucoup Isabelle pour cette brillante démonstration. On aborde ce dernier thème avec vous, Horatica, qui nous ramène au film 10 jours sans maman. Pas sûr. Si. Parmi tous les groupes WhatsApp qui nous font multivibrer nos téléphones, comme vous le disiez aussi Isabelle, il y a le groupe famille, le groupe amis, le groupe anniversaire de Jean-Michel. L'un des groupes les plus épuisants est celui des parents d'élèves. Il est censé aider les parents à suivre la scolarité de leurs enfants, mais il peut vite dériver et être un nid de rumeurs et de fausses informations. Alors comment faisait-on avant WhatsApp dans ce cas précis ? Moi je voudrais dire un truc aux mamans. Oui.
Je propose qu'on fasse un groupe de mamans pour discuter, partager, prendre des cafés, s'entraider en cas d'absence aussi. Moi je veux bien, comme je travaille pas mal. Alors non, c'est pas un groupe pour les mamans qui abandonnent leurs enfants. Oui, je voulais savoir si vous aviez des activités un peu poussées, parce que Redis est assez précoce. Moi aussi, c'est vrai que Printania est assez précoce. Elle est propre depuis qu'elle a 1 an et demi. Ah ouais. Eh ben moi, elle a dit maman à 1 mois. Et moi, elle a carrément jamais pissé. Eh ben moi, elle vous chie dessus. Un extrait du Palma Show. Vous utilisez WhatsApp, Horatica ? Oui, beaucoup. Et j'ai découvert pour tous ces groupes alors pas groupe de mamans, mais enfin tous les groupes parfois de vacances, peu importe, on peut mettre en sourdine. Grande découverte. Donc, C'est bien. Si des amis vous écoutent, Voilà. c'est pas contre eux. Mais... Non, mais on n'a pas les notifications. On voit qu'il y a des messages, mais on n'est pas dérangé à chaque fois. Alors, dans le film, on va pas... Et dans le film, oui, quand je m'en vais, je dis à Franck, je dis, bon, bah tiens, je t'ai inscrit sur le groupe des mamans de l'école. Exactement. Des parents de l'école. Et là, il reçoit 45 notifications en 30 secondes. Qui se matérialise d'ailleurs sur l'écran de cinéma. C'est la dose de modernité qui est injectée dans cette comédie qui joue avec cette technologie-là, quoi. Ouais. Qui se matérialise en envahissant l'écran avec les milliards de messages. Quel avis vous avez là-dessus ? Parce que les parents s'échangent plein d'informations où il faut faire tel devoir pour demain et donc ça déresponsabilise un peu les gamins. Il y a des photos des sorties scolaires. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu abusif là-dedans de s'échanger toutes ces informations entre parents ? Par exemple, là, je vois ma fille est en vacances, je reçois des photos de là où elles sont, etc. Venant de sa part ou venant de la part des parents, des parents qui accompagnent le groupe, etc. Donc c'est pratique. Donc c'est pratique, puisque évidemment j'ai peu de nouvelles de ma fille, qui est très occupée. Mais oui, ça peut être très envahissant. Après, moi, j'ai souvent envie de faire des vannes. Bon, je me retiens parce que ça relance le truc. Tout le monde ne comprend pas. Le problème de la vanne sur les groupes WhatsApp, n'en parlons pas. Voilà. On est victimes nous-mêmes dans notre groupe. Donc il vaut mieux se maintenir en retrait. Puis on voit, c'est toujours les mêmes qui interagissent. Oui, exactement. Voilà pour ce thème. Horatica, il y a un barde qui était rentré dans ce studio, n'est-ce pas, C'est Alex ? Frédéric Formet. La semaine dernière, vous aviez toute une chorale. Et là, vous revenez seul avec votre guitare. De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, je vais vous chanter le coronavirus. Ah, très bien. Puisque nous fêtons ce soir les victoires de la musique, exactement. Je vais me transformer en Chantal Goya. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois. Imagine un peu tous les préjugés. Au secours un beauf avec un béret. Avec une baguette sous le bras, forcément un tir au cul. Du pinard dans son cabas et du fromage qui pue. Imagine Chang nous montrant du doigt. Encore un Français qui ne se lave pas. Un râleur et arrogant, en grève tous les 4 matins, qui bouffe des grenouilles en regardant Joséphine Ange Gardien. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois, on nous soupçonnerait d'être contagieux. Avec nos escargots et nos pot-au-feu. Avec notre suffisance, nos grands airs, nos grands discours. Merde, au made in France, pauvre Arnaud Montebourg. On nous accuserait d'être malpolis, comme si nous habitions tous à Paris. Nos belles musettes, quelle horreur. Nos marinières, nos têtes de veau. Nous pourtant les French lovers, comme Benjamin Griveaux. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois. Plus de Marseillaise, plus de Tour Eiffel. Plus de Mireille Mathieu, c'est une bonne nouvelle. Plus de JT de Jean-Pierre Pernaut, plus de piano à bretelles, plus de Ricard à l'apéro, plus de Beaufort Marcel. Bref, les Asiatiques, soyez gentils. Les idées préconçues, c'est tout pourri. Les stéréotypes, ça suffit. Voyez-vous, c'est comme si Isabelle Balkany vous appelait grain de riz. Le corona, petit virus de Chine, prends garde à toi. On a Agnès Buzyn. Le corona,
quelles qu'en soient les victimes, il va de soi, nous sommes tous des Pékins. Voilà. Merci. Bravo, Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Vous jouez ce week-end? Ah, moi, c'est samedi de la semaine prochaine, le 22 février, à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Très bien. Ils seront contents. Merci Frédéric Fromet. Merci beaucoup Ratika d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle donc le film que l'on peut voir mercredi prochain en salle, 10 jours sans maman, un film de Ludovic Bernard, avec vous, avec Franck Dubosc, avec Alexis Michalik, Elena Noguera, Rodolphe Bornier ou Alice David. Comédie familiale donc, et puisque les vacances Et on démarrent... rigole bien même quand on n'a pas d'enfant. Je le dis. On n'en veut pas après, mais on rigole bien quand même. Merci à vous. Merci à vous tous les amis. C'était un plaisir de passer encore cette semaine avec vous. Merci à toute l'équipe qui prépare par Jupiter, les attachés de production, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant, assisté de notre stagiaire Kélian Yousfi, Ramzi Assadi à la rédaction en chef d'orchestre, François Audouin à la réalisation. Aujourd'hui à la technique, il y avait Arthur Le Breton, Henri Bérec et à la vidéo, Grégory Wallon. On va se retrouver lundi pour une semaine de florilège et le lundi d'après, notre rentrée en direct, nous recevrons le chanteur Black M. C'est chelou comme nom, il manque un bout, non? La collection de livres pour enfants Oli France Inter s'agrandit avec 2